D'où le second sujet de cette conversation, la surdité occidentale envers l'Afrique qui s'aggrave. Je prends notamment ici le cas américain. Alors que la Russie ouvre grande son oreille, pas seulement physique, mais également intellectuelle et même spirituelle, pour écouter l'Afrique, l'Occident, lui, il est en train de devenir sourd. Il n'écoute plus l'Afrique. Et l'illustration parfaite, on peut la donner sur plusieurs points. D'abord, il y a de moins en moins d'événements où les Occidentaux acceptent d'écouter une pensée africaine rebelle à leur propre concept. L'Occident refuse d'écouter l'Afrique d'abord en se fermant épistémologiquement à l'Afrique. C'est-à-dire que l'Occident refuse d'admettre la possibilité que des Africains puissent produire par eux-mêmes du sens. Et voilà pourquoi chaque fois que les Africains ont produit ces dernières années des idées qui ne plaisaient pas à Macron, à Starmer, à Merz, à Trump, ou même avant lui à Biden, ils se sont empressés de dire que ce sont les Russes qui avaient inculqué ces idées-là aux Africains. Vous vous souvenez de cet argument? Chaque fois que les Africains, ces dernières années, ont fait objection au modèle de civilisation que l'Occident veut imposer au monde, ils se sont fait rabrouer par les dirigeants et même par des intellectuels occidentaux au motif que cette pensée ne serait pas une pensée des Africains eux-mêmes, mais simplement une pensée chuchotée par les Russes ou par les Chinois. Or, cet argument, cette argutie qui consiste à dire que les Africains ne disent des choses intelligentes que quand les Russes les leur ont soufflé à l'oreille, n'est rien d'autre que la reproduction du vieux préjugé raciste, selon lequel le nègre n'est pas suffisamment humain, selon lequel l'Africain ne pense pas assez pour qu'on puisse penser qu'il pense par lui-même. Parce que si, chaque fois qu'on a objecté contre la présence militaire occidentale en Afrique, c'est de la faute à la Russie, les Africains, eux, ils aimeraient rester des colonies militaires occidentales. Chaque fois qu'on a objecté contre la monnaie néocolonialiste du franc CFA, c'est de la faute à la Russie. Les Africains, eux, ils aimeraient rester sous servitude monétaire. Chaque fois qu'on a contesté l'ingérence française dans la désignation des dirigeants africains, c'est la faute aux Russes, c'est la faute aux Chinois. C'est-à-dire que les Africains, eux, ils aimeraient vraiment que leur politique soit toujours dirigée par Paris, par Bruxelles. Hein? À la limite, tout ce qu'ils peuvent tolérer, c'est que ce soit désormais Moscou qui dirige leur politique. Les Africains n'ont jamais voulu se diriger eux-mêmes. Chaque fois qu'on a voulu remettre en cause l'impérialisme de la francophonie et appeler à respecter l'africanophonie et la polyphonie linguistique africaine, eh bien là encore, c'est de la faute aux Russes. Vous voyez, cette manière de nier que l'Afrique soit capable de commencer par elle-même, de produire par elle-même une pensée libératrice, c'est l'une des conséquences du vieux racisme occidental, du vieux colonialisme et des préjugés qu'il charrie. Mais la surdité de l'Occident, elle n'est pas simplement intellectuelle. Elle n'est pas simplement dans le fait que l'Occident est devenu spécialiste dans l'art de sélectionner les élites africaines qui lui renvoient sa propre image, bref, qui répètent sa dictée. Les événements qui se déroulent dans les pays occidentaux et qui sont dirigés vers l'Afrique sont entièrement préécrits, en réalité par l'Occident. Pour le coup, que l'on regarde la grand-messe de Montpellier ou qu'on regarde les multiples sommets Afrique-France, les conclusions de ces sommets n'ont jamais été écrites pendant ces sommets. Elles n'ont jamais été produites par les débats qui ont eu lieu dans ces sommets. Ces sommets sont toujours des lieux pour entériner la volonté de la pensée dominante, française en particulier, et occidentale en général. Bon. Mais moi, ce que j'ai vu aux États-Unis, et notamment à travers la politique du président Trump, c'est quelque chose de pire. C'est qu'avec Trump, on ne se contente pas de penser que les Africains sont des pays de merde. Il l'a dit, shithole countries. Avec Trump, on ne se contente pas de penser que les Africains seraient en train de reproduire la dictée de Moscou. Ça, c'est quelque chose qui n'est certes pas très répandu du côté de l'oncle Sam, mais on le pense. On ne pense pas que les Africains soient tout à fait un centre de pensée. Ce qu'il y a de pire, c'est qu'avec Trump, il y a l'idée qu'on peut faire n'importe quoi à l'Afrique sans conséquence. Et l'Afrique, pour Donald Trump, pour l'actuelle administration américaine, n'existe pas comme sujet historique. Donc Donald Trump, assis à la Maison-Blanche, peut décréter que les chrétiens sont menacés en Afrique et que c'est sa responsabilité à lui d'aller défendre les chrétiens en Afrique.
Et il peut décréter que cet argument, ou du moins ce prétexte, est suffisant pour bombarder un pays africain. C'est-à-dire que dans l'esprit de l'administration de Trump, l'Afrique n'est pas un sujet historique. L'Afrique n'existe pas pour et par elle-même. L'Afrique est un objet historique. On peut se comporter en Afrique exactement comme on se comporte dans un pays sans population, dans une terre déserte. On peut se comporter en Afrique comme on pourrait se comporter sur la Lune ou sur Mars, où il n'y a pas de population vivante. Parce que la politique de Trump envers l'Afrique est caractérisée par l'absence de prise en compte de ce que pensent les Africains. Y compris même des pensées reproduites occidentales que les Africains reprennent. Même cela, Trump ne veut pas le savoir. Et Trump considère qu'il n'y a rien à savoir des Africains. Et que, en tant que chef de l'État américain, dirigeant d'une toute-puissance, il peut se contenter d'agir de façon unilatérale et espérer avoir les résultats que son action escompte. Et c'est comme ça que j'analyse la dernière séquence. Donald Trump est intéressé, comme tous les présidents américains, par tous les pays du monde qui détiennent de formidables réserves de matières premières stratégiques. Il est intéressé par le Nigeria parce que le Nigeria est le premier producteur africain de pétrole et probablement de gaz. Et donc les réserves faramineuses du Nigeria intéressent Donald Trump parce qu'il veut en effet s'en emparer, les commercialiser, récupérer sa ristourne et verser le reste dans les caisses du trésor public américain. Donc Trump décide d'appliquer au Nigeria un schéma comparable à celui qu'il a pris tranquillement au Venezuela. Au Venezuela, il décrète que le gouvernement est un soutien des narcotrafiquants et s'engage à attaquer le Venezuela sous ce prétexte. Au Nigeria, il a décrété que le gouvernement ne protège pas les chrétiens et s'engage à attaquer le Nigeria sous ce prétexte. Au Venezuela comme au Nigeria, Trump lâche ses bombes. Sans consulter qui que ce soit, ni le Conseil de sécurité des Nations Unies, ni l'Union africaine ou même l'Organisation des États sud-américains, Trump ne consulte même pas les gouvernements des pays dont il bombarde le territoire et les côtes. Vous avez bien suivi que le dernier bombardement du nord du Nigeria par l'armée américaine a été fait sans préparation suffisante, ni véritable préparation avec le gouvernement du Nigeria. Le ministre des Affaires étrangères du Nigeria, Youssouf Tougar, a osé avouer qu'ils ont eu une conversation de 19 minutes avant le bombardement. 19 minutes. On peut se poser la question de savoir quelle est la place de l'Africain dans l'esprit de Donald Trump quand on voit comment il a aligné, comme de petits élèves, les chefs d'État africains derrière lui, quand il les a reçus au bureau ovale. Il les a alignés comme de petits élèves derrière leur maître d'école. On peut se demander, est-ce que Trump se dit que les Africains réfléchissent? Est-ce que Trump sait que les Africains pensent? Est-ce que Trump sait que les Africains comprennent, analysent le monde? Est-ce que Trump sait que les Africains étaient au monde avant lui, ses ancêtres? Est-ce que Trump sait que l'Afrique est la première civilisation humaine? Moi, ça me pose un vrai problème. Quel est son niveau de culture générale? Lui, il est sourd à l'Afrique. L'Afrique, en tant que communauté humaine, n'existe pas. L'Afrique, en tant que communauté politique, dans la tête de Trump, n'existe pas. L'Afrique, en tant que communauté géopolitique et géostratégique, existe encore moins. Il croit qu'il peut bombarder à volonté où il veut. Autant il considère le Vénézuélien, le Mexicain, le Latino-Américain comme un sous-homme. Il n'y a qu'à voir la politique d'immigration barbare qu'il entretient contre les populations issues d'Amérique latine aux États-Unis. Autant il considère l'Africain, mais comme un non-homme. Il a dit que l'Afrique, c'était des pays de merde. Mais qu'est-ce qui peut donc amener quelqu'un à bombarder un pays de merde? Est-ce que les bombes peuvent transformer la merde en or? Donc, moi j'ai été frappé par le fait qu'il y a, dans l'élite politique américaine aujourd'hui, il y a même absence de prise en compte de l'existence de l'Afrique comme entité morale, comme entité spirituelle, comme entité intellectuelle. D'où l'obligation pour nous d'imposer à M. Trump l'existence de l'Afrique morale, de l'Afrique spirituelle. L'obligation pour nous d'imposer à M. Trump l'existence de l'Afrique intellectuelle.
Nous devons prendre la parole partout pour dire à Trump que nous sommes là. Autant nous avons imposé à Macron de se rendre compte que ce n'est plus lui et les médias français qui ont le contrôle du mental des Africains, autant nous devons administrer cette leçon à Trump. Il faut que Trump se rende compte que l'Afrique pense par elle-même, en elle-même, qu'elle pense sans l'Occident, sans l'Orient, qu'elle pense sans l'Amérique, et que l'Afrique est déterminée à se défendre. Il nous faut trouver un moyen d'amener Donald Trump et l'élite politique américaine à prendre conscience de l'endogénéité d'une pensée africaine. Cela ne passera pas simplement par des conférences comme celle-ci, pour dénoncer cette surdité et ce mépris, et affirmer la présence de la tradition et de la civilisation africaine longtemps avant l'apparition des États-Unis d'Amérique. Cela passera par un lobbying, je l'ai déjà dit, très fort, auprès des Africains américains et des Africains résidant aux États-Unis, pour faire prendre conscience à Trump qu'il a affaire à la plus ancienne et sans doute la plus profonde civilisation humaine, la civilisation négro-africaine. Et surtout lui faire comprendre que les motifs qu'on trouvait qu'il avance pour bombarder les pays des gens, ces motifs-là ne convainquent personne. Et il faut tout faire pour qu'en Amérique, personne ne soit convaincu que Trump a prétendument bombardé le Nigeria pour protéger les chrétiens. Il faut mener une campagne forte pour que les Américaines et les Américains sachent que leur président est venu bombarder le pays des gens simplement pour pouvoir voler le pétrole de ce pays. Depuis que Dangote a mis en place une raffinerie qui enlève le marché de la raffinerie du pétrole brut du Nigeria aux grandes multinationales américaines, britanniques, françaises et occidentales, Donald Trump a monté ce stratagème éhonté pour décapiter le Nigeria et remettre entièrement le grappin sur les réserves pétrolières de ce pays. Nous devons l'expliquer calmement, courageusement, devant toutes les instances aux États-Unis. J'appelle les Africains américains, les Afro-américains, à entrer de toute urgence à la Chambre des représentants et au Sénat dans les débats pour expliquer que nous savons que ce n'est pas par humanitarisme, par bienveillance pour les chrétiens que Trump bombarde le Nigeria. Il le fait parce qu'il est intéressé par la mainmise sur le pétrole et le gaz nigérian. Ça, nous le savons. Mais il y a un autre aspect dans cette affaire. Trump ne fait pas simplement cela parce qu'il veut mettre la main sur les richesses du Nigeria, mais il veut contrôler toutes les richesses du golfe de Guinée. Trump ne fait pas seulement cela parce qu'il prend acte du fait que l'adjoint de l'impérialisme américain au Sahel, à savoir le néocolonialisme français, a perdu la face et n'est plus capable de mener les activités agressives en première ligne. Donald Trump et les États-Unis d'Amérique montent en première ligne parce que la France ne peut plus tenir par la terreur et la violence les États africains anciennement colonies ou territoires sous tutelle. Donc on assiste ici à une course de relais entre les puissances impérialistes occidentales pour la recolonisation au forceps de l'Afrique. La France n'étant plus capable de jouer son rôle de gendarme du continent africain, n'étant plus capable de garder le continent africain sous sa chasse gardée, puisqu'elle est en déclin multisectoriel, eh bien, la France se retire et laisse le grand maître de l'impérialisme occidental, les États-Unis, passer devant et ouvertement essayer de rétablir l'ordre à coups de bombes. Les bombes américaines jetées contre le Nigeria ne visaient pas les terroristes. Il faut qu'on l'explique partout aux États-Unis, il faut qu'on l'explique partout aux Africaines et aux Africains, aux Européens, aux Asiatiques. Ces bombes ont pour but d'intimider non pas simplement les populations nigérianes, mais le gouvernement nigérian, tous les gouvernements ouest-africains, et elles ont surtout pour but d'intimider les gouvernements panafricanistes révolutionnaires de l'Alliance des États du Sahel. Et je vais vous donner des indices en ce sens. Le premier indice, c'est que Trump a choisi de bombarder pratiquement à la frontière entre le Nigeria et le Niger. Et l'une des justifications qu'il a données à ce bombardement, c'est que les soi-disant terroristes qu'il aurait bombardés venaient du Sahel, c'est-à-dire du Niger, du Burkina Faso et du Mali. Cette explication ayant pour but de nous faire comprendre qu'à tout moment, M. Trump pourrait se permettre
de bombarder en territoire nigérien, en territoire malien ou en territoire burkinabé, sous prétexte de pourchasser des terroristes d'Al-Qaïda et de l'État islamique, qui sont pourtant deux organisations terroristes créées par les services américains dans les années 80 et dans les années 2000. Donc Trump veut bombarder tout pays africain dans lequel se trouveraient des terroristes d'Al-Qaïda et de l'État islamique, alors même qu'il sait que Al-Qaïda a été créé par les services américains et que l'État islamique également l'a été. Donc, se prévalant de ses propres turpitudes, il veut en profiter pour avoir le droit de bombarder partout en Afrique, au mépris de tout droit international, au mépris de la souveraineté des États, au mépris même des normes élémentaires de vérité, des normes élémentaires de respect, en quelque sorte des règles de probité. Mais il y a un autre indice qui est tombé dans nos mains cette semaine et dont je voudrais vous parler. Le nouvel indice qui est tombé dans nos mains cette semaine est délivré par le célèbre hibou de Dakar, Sir Daniel Gbagbo Hundada. Selon le hibou de Dakar, qui est, comme vous le savez, un agent de la DGSE française déguisé en journaliste, en fait c'est un espion, ni plus ni moins, mais un espion manipulateur, menteur et mythomane. Selon donc Serge Daniel Gbagbo Hundada, il y a eu une attaque terroriste au Niger contre une église. Il y a eu une attaque terroriste au Niger contre une église et un homme et une femme chrétiens auraient été tués au Niger. Serge Daniel Gbagbo Hundada met en lumière cette pseudo-information. Dans ce Niger où on sait très bien que les terroristes assassinent aveuglément des populations de toute obédience. Le Niger qui a connu la tragédie de Fambita, où en pleine mosquée, des dizaines de personnes ont trouvé la mort sous les coups des infâmes terroristes. Ce Niger-là, Serge Daniel essaye de le présenter comme une terre où les chrétiens en particulier sont menacés. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous comprenez pourquoi Serge Daniel, la France-Afrique, essaye de présenter le Niger comme une terre où la communauté chrétienne serait en particulier ciblée? La raison est claire, elle est simple. Il s'agit d'attirer les foudres de Donald Trump contre le Niger. Au prétexte que Donald Trump viendrait protéger les chrétiens nigériens bombardés, il s'agit en réalité de provoquer le passage des bombardements du Nigeria au Niger. Il s'agit de trouver des alibis pour légitimer médiatiquement, psychologiquement, la poursuite de la campagne unilatérale, illégale, illégitime et criminelle de bombardement aveugle de l'armée américaine sur le sol africain. Serge Daniel lève littéralement la balle pour que Donald Trump la smash. Est-ce que vous avez compris? Contre toute cette surdité américaine, il y a le travail de la conviction par le lobbying africain aux États-Unis, mais il y a aussi le travail de la préparation géopolitique d'une véritable muraille sahélienne. Muraille sahélienne contre les puissances impérialistes et néocolonialistes. Il faut que le président Trump sache qu'il ne peut pas bombarder l'alliance des États du Sahel impunément. Il faut qu'il sache que ses avions de guerre ne peuvent pas franchir la frontière de l'alliance des États du Sahel impunément. C'est cela que l'Iran lui a montré, à lui et à Israël récemment. C'est cela que le Venezuela et Cuba sont en train de lui montrer là-bas, eh bien, dans la mer des Caraïbes. Et c'est cela que l'Alliance des États du Sahel sera obligée de montrer. Une détermination farouche à défendre son territoire contre les agressions de toutes sortes, de toute origine. Voilà pourquoi la coopération militaire avec la Russie et la Fédération de Chine doit se traduire par une formidable muraille capable de faire échec aux tentatives de campagnes aériennes. L'AES ne doit pas se retrouver dans la situation de la Libye de Muammar Kadhafi, abandonnée à elle-même, incapable de faire reculer l'impérialisme yankee. Dès lors que Trump saura le risque qu'il y a à tirer des bombes contre le Sahel, il ne les tirera pas. Parce que Trump a un esprit de dealer. Quand quelque chose le dépasse, il cesse de tenter de l'avoir. Donc la surdité occidentale envers l'Afrique s'aggrave dans le cas américain. Pourtant, l'Afrique continue de parler. Et
Lors de mon voyage américain, j'ai eu l'occasion de voir tout l'intérêt qu'il y a en effet de conscientiser notamment la diaspora africaine-américaine et conscientiser les Noirs américains pour mettre fin à cette surdité. Partage la vidéo et puis abonne-toi.